chers invités, c'est avec un immense honneur que je souhaite la bienvenue au nom du personnel de l'Institut supérieur de finances, des partenaires et à mon nom propre. C'est un réel plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de la cérémonie de lancement du certificat en finances équitable et durable, organisé conjointement par l'Institut supérieur de finances, ISF, à travers son Académie de développement durable et son partenaire international budget et partnership Sénégal. Je voudrais, en ma qualité de directeur général de l'Institut supérieur de finances, exprimer toute ma joie d'accueillir la première promotion de ce programme qui sera sanctionné par un certificat de compétences en fiscalité équitable et durable. L'événement de ce jour illustre les nombreuses actions par lesquelles l'Institut supérieur des finances entend contribuer au développement, au renforcement des capacités productives des agents de la société civile afin d'assurer meilleur plaidoyer ou faire des recommandations pour des réformes fiscales équitables. Mesdames, Messieurs, votre présence parmi nous aujourd'hui, de même que les messages des personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre, témoignent de votre attachement à notre institut et de l'importance que vous accordez à la réalisation de nos missions au service de notre cher pays et du reste du monde. Merci à toutes ces personnes qui, de jour comme de nuit, ont consacré leur talent, leur énergie, leurs compétences au rayonnement de notre institut, l'ISF. L'organisation de cette formation répond à un but impératif, celui de renforcer les compétences des acteurs de la société civile, car elle a été élaborée suivant leurs besoins de formation dans le domaine de la fiscalité. Et en outre, cette certification aborde des thématiques innovantes qui ont la particularité de concerner des nouveaux enjeux de la fiscalité, comme la mobilisation des recettes, la délivrance des services publics, la fiscalité durable, la fiscalité appliquée aux gens, entre autres. Mesdames, Messieurs, très chers invités, nous ne saurions terminer notre intervention ici sans manifester toute notre gratitude, notre reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui, de près et de loin, n'ont ménagé aucun effort pour la réussite parfaite de cette cérémonie de lancement du certificat en fiscalité équitable et durable. À cet effet, nous remercions M. le ministre Ibrahima Sarr pour sa disponibilité et son engagement constant et désintéressé auprès des dirigeants de l'ISF. Toute notre gratitude et notre reconnaissance à l'endroit du directeur de International Budget Partnership IBP Sénégal et son équipe d'avoir eu cette belle idée de création d'un certificat de compétences en fiscalité équitable et durable, de l'avoir partagé avec l'ISF d'une part, et d'autre part, d'avoir dégagé les ressources nécessaires à sa réalisation. Je remercie et félicite les formateurs qui sont à la base de l'élaboration du programme de formation ainsi proposé et qui vont dispenser avec professionnalisme et abnégation ces enseignants. Aux inscrits à ce programme, je vous félicite, je vous encourage pour votre disponibilité. À l'endroit de mes collaborateurs de l'ISF, Mme Marie Bouquet Sissé, Mme Jeanne Miriam Ndiaye et M. Djibril Gueye, je vous félicite et vous remercie pour votre investissement personnel à la réalisation de ce projet. Sans vous, ce projet n'aurait pas vu jour. Qui a eu à former beaucoup d'avocats et d'État.
qui a eu à former beaucoup de cadres au niveau du Sénégal et hors du Sénégal, que ce soit dans la jeune UEMOA, ou bien par exemple en Afrique centrale ou autre. Nous nous sommes spécialisés dans le domaine de la finance. Nous couvrons l'ensemble des branches de la finance, que ce soit des finances publiques, des finances privées. Et aujourd'hui, avec le redéploiement de la finance dans la technologie, la finance numérique, et dans le cadre du développement durable, nous avons eu à mettre en place une académie qui s'appelle l'Académie du développement durable, c'est l'ISF, qui propose des formations diplômantes, mais aussi des formations certifiantes. Et aujourd'hui, nous sommes là, en tout cas pour la cérémonie de lancement du certificat en finance équitable et durable, qui a été initié en faisant appel à une structure de formation pour concevoir et élaborer le programme. Et eux, ils ont eu à mettre les ressources et à démarcher, en partenariat avec l'ISF, à démarcher une population bien donnée, c'est-à-dire les ONG, la société civile, pour les aider et renforcer la capacité de ces acteurs dans le domaine de la fiscalité équitable et durable. C'est à cet égard que nous avons eu l'idée d'inviter l'ancien ministre du Budget, M. Ibrahim Sarr, pour assurer le cours inaugural. C'est pourquoi il est là avec nous ce matin, en tout cas pour le cours inaugural. Donc, au-delà de maintenant, la fiscalité, comme vous le savez, c'est l'un des leviers, en tout cas, pour la mobilisation des ressources permettant à l'État de financer son budget, les dépenses publiques. Mais aussi, c'est une arme qui est très sensible. Donc, mal utilisée, ça peut avoir des conséquences sur le plan économique et pour l'État. Mais bien utilisée, donc ça veut dire que ça permet à l'État de maximiser, en tout cas, la mobilisation des ressources. Voilà pourquoi nous sommes là, pour en tout cas aider la société civile à plaidoyer, à pouvoir en tout cas porter auprès de l'État, sensibiliser l'État, mais aussi sensibiliser la population à payer l'impôt pour permettre à l'État de pouvoir exécuter normalement les dépenses publiques, de pouvoir financer les dépenses publiques. Donc, ce cours qui a été élaboré répond à un besoin par rapport à la société civile. Donc la démarche a été inclusive. Nous avons eu à démarcher la société civile pour identifier leurs besoins, voir avec eux qu'est-ce qu'ils attendent en tout cas de ce certificat. C'est sur cette base que le programme a été élaboré par rapport à un public donné. Il va de soi aussi que d'autres programmes vont suivre dans le domaine de la certification, en tout cas de renforcement de capacité en tout cas de certaines populations, que ce soit dans la durabilité, comme aujourd'hui le problème du changement climatique avec ses conséquences vont impacter les politiques économiques. Et à partir de ce moment, ça veut dire qu'il faut réfléchir à une autre fiscalité, plus s'adapter, mettre en place une politique fiscale plus adaptée. Et comme l'a dit M. le ministre, l'élément moteur de cette fiscalité sera, en tout cas le levier principal de cette fiscalité durable sera la taxonomie, qui permet d'indexer en tout cas les investissements, qui permettra d'indexer les budgets par rapport en intégrant les questions de durabilité, c'est-à-dire de l'environnement. Comment évoluer ci yeneen domaine ci yeneen fànn ci avec question environnement bi ak li nga xam ne fiscalité aussi parce que fiscalité bi moom mooy permettre état bi mu mun a mobiliser am xaalis mobiliser ressources yi pour financer dépenses publiques mun a créer ay écoles financer ay écoles mun a financer ay hôpitaux mun a faj nit ñi foog état bi am xaalis une question bor rek mais principal levier bi état bi di utiliser mooy fiscalité donc fiscalité bi donc ça veut dire que ñëpp dañu war a respecter fay en tout cas li nga xam ne leen war maintenant il faut que fay boobu aussi mu nekk en équitable ça veut dire que man mi nga xam ne su ma dugg nekk su réew mi ñoo toll au moment dañu war a mun a fay même chose bu fekkee par exemple dafa am inéquité day créer ay distorsion day créer manque à gagner am na ñoo xam ne dañuy nëbbatu doon ñu nangoo fay seen impôt parce que dañuy wax ne seen impôt suñ ko fayee fi ñuy xaar duñ ko gis
ou bien am na ñoo xam ne ñu ngi fay te ñoom war nañ fay te duñ fay duñ fay donc lu tax ñun ñuy fay donc daf ñuy pousser sax dans l' informel quoi donc informel bi soo gisee ñu bëri dem ci informel bi donc question fiscale bi dafa supposé quoi donc informel bi par exemple ça pouvait contribuer vraiment à la mobilisation des ressources nga xam ne état bi dépense yu bëri dina ko mën a financer mais à plus de cette distorsion yu bëri dañuy nëbb tout quoi da ngay réaliser bénéfice nga bañ ko déclarer da ngay loolu tax entreprise aussi dañuy am jafe-jafe entreprise boo gis presque capitalam 1 million la alors que bénéfice bi su ko doon dugal ci capital bi su ko dina ko mën a permettre sax mu dem abi xaalis bu def yeneen investissement gën a grandir mais day ragal déclarer bénéfice boobu parce que day wax ne état bi impôt bi day génn lépp quoi maintenant il faut mu am communication aussi au niveau de l' état pour mun a rassurer nit yi donc formation bi ñuy def ni ISF bi ko def ak partenaire am IDP c' est une formation boo xam ne pour ONG yi la pour société civile bi parce que société civile bi moo fi nekkal ñëpp daf fi nekkal population bi daf fi nekkal état bi donc day dox ci ñaari wàll yëpp pour nga xam ne li nga xam ne réew loolu mooy jëmale réew bi ci kanam donc loolu tax ñuy organiser ay session yu mel nii donc ñu fekkee maintenant ki nga xam ne dafa am expérience def ci liggéey te mu nekk suñu mag ministre Ibrahima Sarr moom lañ ko pour mu lancer programme de formation bi ñuy def ni pour la première fois école ak beneen structure yu bokk xalaat dem seeti waa société civile ne li ngeen soxla ñu ne lii ñoom ñu élaborer programme bi donc du nekk programme boo xam ne dañ ko élaborer nii rek ci bureau mais daf nekk loo xam ne ñëpp ci nangu donc pour ñu lancer ko au moins ñoom tamit ñu mun ci tirer benn valeur ajoutée voilà. Au moment où c'est des politiques d'ajustement structurel de 86-88, où l'État ne recrutait pas beaucoup. Nous avions des promotions de transit. Quand on dit ça aujourd'hui, ça veut exclure. Ça veut dire quoi? C'était des promotions très soudées. Pour réussir sa vie, il faut se mettre dans les positions des autres. Parce que moi, j'ai compris une chose, il y a eu un moment dans la vie où les salaires, on les oublie, les voitures, les maisons, mais on n'oublie jamais ce qu'on a fait pour sa maison. Ça, je paraphrase un de mes professeurs à Harvard, qui s'appelait Paul Benoît Bell. Il m'a marqué, il m'a dit, on dit en anglais reward. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de se mettre à la disposition de sa communauté. Nous avons un profil qui s'appelle le Sénégal. Donc, c'est une génération qui, quand elle évolue dans l'État, nous étions très jeunes. Mais surtout, la particularité de cette génération, c'est qu'on était responsabilité très vite. Parce que, bon, j'ai expliqué le contexte. C'est l'ajustement structurel. L'ajustement structurel, l'un des leviers de l'ajustement, c'était la réduction des effectifs dans la fonction. Donc, vous entrez dans la fonction publique. La première chose que vous constatez, c'est que vous êtes jeune, moins de 30 ans, devant des aînés. En ce temps-là, vous vous rappelez bien, on partait à la retraite à 55 ans. Donc, vous êtes très vite exposé. C'est pas mal. Ça a aussi un risque, parce qu'on commence à vous appeler père. Si vous ne faites pas attention, ça va vous monter à la tête. Mais quand même, vous êtes dans des environnements où vous êtes obligé de faire votre preuve. Les normes, il faut savoir, à l'époque, c'était très élevé. C'est-à-dire, quand vous étiez en tenue dans la rue, on vous regardait comme une personne exceptionnelle. Et quand vous êtes dans l'État, c'est encore pire. Vous étiez vraiment un chef. Et ça, c'est important de comprendre ça. Ce que je veux expliquer, c'est que très vite, vous êtes exposé aux responsabilités. Et la particularité d'un chef, c'est qu'il est seul.
Moi, par exemple, à 35 ans, j'étais chef comptable de l'État. Ce n'est pas parce que j'étais compétent, c'est parce que c'était le contexte. Vous voulez au trésor, moi j'ai fait 9 mois à Thiès, on m'a rapatrié à Dakar. J'étais en charge de ce qu'on appelle le visa au cordon douanier. Jeune, à 30 ans, c'est moi qui visite pour faire passer le marchandise. Après ça, j'étais au trésor, très rapidement chef de division. J'ai eu la chance aussi, je brille le grand commandeur aujourd'hui, Lamine, un génie. Un génie. On Lamine, si vous ne l'avez pas compris, bon, Maguette, vous connaissez très bien, c'est un génie. Parce que vous êtes, votre génération, vous êtes jeune, vous êtes ambitieux, quelque part même, vous êtes pressé. L'un des enseignements que moi j'ai tiré de ma carrière, c'est que pour faire une grande carrière, il faut avoir un grand chef. C'est les grands chefs qui font des grandes carrières. Et les grands chefs, ils ressemblent à quelqu'un qui est brillant, froid, directif et super exigeant. Il nous attend sur les résultats. Et nous, on a eu des chefs. Moi, des fois, j'ai discuté avec un de mes amis, Ablaye Diop. Tous ces gens, ils ont fait des grandes carrières. Je vais vous expliquer pourquoi. Rajab qui est maintenant président du mois. Je lui disais, mais ce gars, il a un don. Parce que tu lui présentes un papier, on a l'impression que là où ça ne va pas, c'est là où il met ça. Mais ce n'est rien d'autre que de l'expérience. L'expérience, ça crée des automatismes. Et l'automatisme, on l'acquiert, ce n'est pas de l'intelligence, c'est le travail. Nous, donnons dans 7h30 du bureau. On n'a même pas les moyens. Les jeunes, ils sont arrivés maintenant, ils voient que même une table normale, on avait. Chaise, il n'y avait pas cet acte. C'était comme ça. Mais 7h30, on était là. Moi, je me rappelais toujours que mon fils aîné. Je l'amenais, il était à Roosevelt, c'était à la Croix-Rouge. Vous imaginez, il faut que j'aille à la Croix-Rouge. Il y a une chose que je n'oublierai jamais, je l'ai laissé là-bas. Des fois, avec une seule dame, j'étais obligé d'aller au trésor pour marcher. Ça aussi, vous êtes demandé de ça, de l'ordre, la discipline. Et on n'osait même pas entrer au bureau à vitesse. Là, le reste, c'est du travail. On a travaillé beaucoup. Toutes ces générations, quand vous les voyez, vous pensez que c'est des génies. Ce n'est pas des génies. C'est-à-dire qu'ils se sont mis, on les a mis dans une situation où finalement, ils sont allés puiser des facultés qui ne soupçonnaient même pas à nous. Moi, il m'est arrivé de régler des problèmes. Je vous en citer un ou deux. J'ai dit, est-ce que c'est moi qui fais ça? Si, moi. C'est du sang de Wade, mon président. J'étais en charge, j'avais peut-être la quarantaine, en charge de négocier les programmes avec les jeunes. Le chef de la délégation, avec des grands ténors comme le Max tout ça, c'était ici. On va à Washington, il est bon, on ne veut rien faire. Donc, il faut recruter 5 000 fonctionnaires par année. Ça fait 15 000. Je vais à Washington. On dit qu'il y a un fou au niveau du Sénégal qui veut recruter 15 000 fonctionnaires. Ce n'était pas possible en Afrique. Mais je me suis retrouvé dans une situation, en fondant sur l'expérience et le vécu que j'ai eu au Trésor. J'ai défendu ça, c'est passé. Et ça, c'est des situations où vous allez puiser au fond de vous. Quand je suis rentré, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, ils sont d'accord. Après ça, ils disent le parfait. Il faut augmenter les salaires. Après ça, ils disent qu'il faut. C'est ça qui a changé toutes les routes à Dakar. Vous n'appelez pas mieux. Il y avait des embouteillages. Moi, on me disait, toi là, allez, le pas. Pourquoi je vous raconte ça? C'est bien la connaissance de savoir que je cherche ici. Comme ça que ça se passe. Le grand chef, comme je dis, vous donne aussi les grands dossiers. Quand on gère ça, c'est très intéressant. Et ça, je vous explique pourquoi je fais un stress sur ça. Parce que vous avez choisi une matière où vous serez plus disciplinaire. Je vais vous démontrer ça. Les grands dossiers. Vous êtes tout en même temps. Vous êtes juriste, vous êtes ingénieur, vous êtes économiste, vous êtes financier. Si, madame, on lui avait dit,
nous voulons vous confier des dossiers de développement durable. Ça fait peur, ça, au Sénégal. Ça fait peur. Mais après 3-4 ans, il aura rencontré toutes les compétences du pays, rencontré les consultants. Après 4 ans, elle sera tout. C'est ça qui permet d'avoir une belle carrière. Parce qu'il ne faut jamais gérer des petits dossiers. Retenez bien ce que je dis. Celui qui veut le petit dossier, il aura une petite carrière. Le reste, c'est la compétence, c'est l'engagement. Maintenant, moi, on m'a demandé de parler de fiscaliser stable et durable. Le thème est bien choisi. D'abord, je voudrais féliciter Mme Diallo. C'est assez malin. Lui, on a des façons assez anciennes. La première fois qu'il est entré dans mon bureau, très timide là, il ne pouvait même pas s'asseoir pour dire à ce quoi. Qui est tout? Je viens pour le dire. C'est quoi ça? Il me dit, bon, je vais m'expliquer. Il m'a expliqué un peu, j'ai dit, on y va. J'ai fait la même chose avec Papa Madibé. Oui. Parce qu'un ministre, c'est pas la personne qui est assise devant. Moi, je suis ministre, je suis une autre personne. C'est comme ça qu'on nous a fait. C'est une touche que je mets. Quand vous vous trouvez dans un ministère, vous dites c'est la même personne, si c'est la même personne. Ça aussi, si vous voulez être grand chef, c'est un habit que tu mets et tu commandes. Tu deviens un chef et tu commandes. Ah, j'ai dit, ok, on décide. Ok, d'accord, qu'est-ce que je veux? 1, 2, 3, 4, et on a fait ça. C'est devenu. Yes. On m'a dit la même chose et d'autres gens ici. Bon, bref. Quand il est venu me voir, moi je suis quelqu'un qui a une éducation. Vraiment, je voudrais devant vous féliciter. C'est pas facile d'être entrepreneur. Aujourd'hui, je suis DG du structure minière. C'est pas facile d'entreprendre dans ce pays-là. C'est bien fait pour moi, c'est bien beau d'être au journal télévisé, de lire des discours sur l'environnement des affaires, mais quand j'ai vécu ça, mon chef, je me suis rendu compte que c'est différent. C'est difficile. Il n'y a que des obstacles. Il y a 2 obstacles. Quand tu lances, c'est difficile. Quand ça marche, c'est bien. Tout le monde veut venir prendre. Donc, merci pour ce que tu as fait. Je te félicite devant tout le monde. Ce n'est pas facile. Et moi, je suis quelqu'un qui fait attention aux détails parce que c'est mon métier aussi. Quand on gère un État, on fait attention à tout. C'est bien synchroniser votre lancement avec l'agenda national. Pourquoi? Vous êtes à 45 jours pratiquement du dépôt du budget à l'Assemblée nationale. C'est pas mal. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler d'un sujet qui, consciemment et inconsciemment, entre dans le calendrier de préparation du budget. Parce que, comme vous le savez, le budget national doit être assemblé le 15 octobre, c'est la Constitution. Donc, quand j'ai vu j'ai dit que ces gens ils sont informés. Parce qu'au moment où on parle, tout l'appareil préparation du budget est focalisé sur le budget et vous êtes en train également de parler de ces choses. Donc, pourquoi je vous dis ça aussi? Si vous voulez être de grands leaders, il faut aussi toujours avoir un œil de mire, le calendrier républicain du pays. Vous synchroniser. Il ne faut jamais organiser un événement sans tenir compte de l'agenda national. Il faut que vous soyez, comme je l'ai dit, synchronisé. Le thème est très intéressant, la fiscalité. J'ai discuté tantôt avec Liman. Un jeune frère aussi, bon, je suis à sa disposition. Donc je suis fier aussi, franchement. La fiscalité, je disais à Liman que ce sur quoi vous allez vous engager, c'est très passionnant. C'est là qu'on appelle les finances publiques. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire qu'il y a une injustice quand même par rapport aux finances publiques. Parce qu'en réalité, ceux qui les maîtrisent sont toujours ceux qui travaillent au ministère des Finances, si on dit la vérité. Mais, pas seulement ça, mais ceux qui les maîtrisent encore mieux, c'est ceux qui sont sur l'épine dorsale de l'agissement structurel, enfin, l'agissement de la politique budgétaire financière. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui travaillent au ministère des Finances qui ne maîtrisent pas les finances publiques. C'est pas si vous savez. Ou qui font les finances publiques sans le savoir. Donc, c'est très passionnant les finances publiques. Quand on y entre, moi il m'est arrivé d'organiser ici même à la collection des séminaires sur les finances publiques. À la fin, ça crée une passion.
c'est tellement lié à la vie de chaque jour, on a envie de continuer. Et aujourd'hui, je suis aussi fier de dire, j'ai formé des jeunes, comme la dame de mon élève, il y a aussi le président de cabinet adjoint, ils sont nombreux, qui ont encore une tous ces gens, je les ai formés, mais aussi, quand on forme, on détecte aussi comme les ventes, je t'avais dit, tous ces sexuels tous ces 3 ou 4 là, quand je les ai vus, j'ai dit, toi là, tu seras quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la promotion qui est là, il y a des talents. Il faut savoir les premières choses. Deuxièmement, il faut les encadrer. Moi, ce que je souhaite, que la formation que vous faites, parce que vous êtes beaucoup plus jeune que nous, que ça puisse vous ouvrir là, pour voir que vous soyez des ministres, des directeurs. Et c'est possible, ne pensez pas que c'est pas possible. C'est possible. Quand on a fait le reportage, peut-être qu'on n'avait pas ça. Bon, par contre, comme je disais, vous avez choisi un thème très, très intéressant. Les finances publiques, c'est comme un arbre avec beaucoup de branches, avec beaucoup de feuilles, avec beaucoup de fruits. Le tronc de l'arbre, c'est les finances publiques. Mais les finances publiques, c'est tellement vaste. Personne ne peut utiliser les finances. C'est pas dit ça. On peut passer toute sa vie à parler et étudier les finances publiques. Pourquoi? Parce que les finances publiques, c'est d'abord les questions de fiscalité, c'est les questions de dépenses publiques, c'est les questions d'endettement, c'est les questions de gestion de trésorerie, c'est pas économique, etc., etc. Maintenant, l'avantage de ceux qui travaillent au ministère des Finances ont, c'est qu'ils le pratiquent. Mais sachez, retenez bien qu'au ministère des Finances, il y a des gens qui n'ont pas appris les finances publiques, qui travaillent là-bas. Donc, vous, Dieu, par sa clémence et sa miséricorde, pourrait permettre de l'étudier en amont. La fiscalité, pourquoi c'est intéressant? Et pourquoi vous avez fait le bon choix? Parce que c'est la première ligne du budget. Sans ressources, il n'y a pas de dépenses. Sans ressources, il n'y a pas d'endettement. Sans ressources, on ne paie pas les salaires. Sans ressources, on ne paie pas la dette. Sans ressources, l'État ne fonctionne pas. Ça veut dire quoi? Vous avez entre vous-même, l'élément le plus important. C'est comme les chiffres d'affaires pour un bilan. Pour l'exploitation, c'est la même chose. C'est à partir de ça que vous devez faire. Bon, par contre, ce que vous devez savoir, c'est que les finances publiques, et surtout la fiscalité, est plurielle. Comme je l'ai dit, il faut toujours garder à l'esprit l'image que je vais donner. C'est un arbre avec des branches ont des feuilles, également des fruits. Ça signifie quoi? Si tu veux former de bons fiscalistes ou des spécialistes de la fiscalité appliqués à l'équité ou à la dette publique, il faut forcément que vous acceptiez que dans le processus de formation, il doit y avoir plusieurs choses. Écoutez-moi très bien ce que je vous dis. La fiscalité, d'abord, c'est le droit fiscal. Pas juridique. C'est le droit fiscal. Le droit fiscal, ce qu'on appelle technique fiscale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on impose, quel est ce taux, qui est concerné, qui n'est pas concerné. Ça, c'est ce qu'on appelle le droit fiscal. Le droit fiscal, si vous voulez mieux comprendre ça, c'est ce qu'on appelle ce qui est matérialisé par le Code général des impôts. Donc la question fiscale est d'abord une question juridique. Par contre, je m'empresse de dire, et ça c'est peut-être qu'on ne fait pas souvent attention à ça, quand on parle de fiscalité, ce n'est pas seulement la fiscalité intérieure. Il y a aussi la fiscalité de porte, on l'oublie. Les douaniers, on a la fiscalité, mais c'est une fiscalité de porte. Bon, maintenant, pourquoi j'évoque ça? C'est toujours l'arbre avec les branches. Il faut qu'il y ait, ça c'est une décision à prendre à l'ISF. Pour moi, si vous voulez former des cadres compétents dans la matière de la fiscalité, il faut considérer au début qu'il y a deux branches au début. La fiscalité de porte, la fiscalité. Autrement dit, on parle complètement, il faut un douanier
il va venir former sur la fiscalité de droit. Et un inspecteur des impôts et domaines qui forme sur la fiscalité des impôts. Ça, ce n'est que là l'aspect juridique. Et je vous aurais étonné, c'est pas ça. Il y a beaucoup d'autres choses encore. Deuxième chose, c'est de l'économie. Je vais aussi beaucoup parler d'économie. J'ai beaucoup utilisé ces techniques-là, qui est un génie en économie. Par exemple, quand j'ai fait le plan Takala, j'ai utilisé ce qu'on appelle la bande avancée. Pour choisir les assiettes, parce qu'il fallait trouver la base sur laquelle on devait faire des prélèvements pour venir à la point. Parce que quand il y a une crise, l'économie est divisée en deux, le secteur en crise et le reste de l'économie. Mais comme le secteur en crise a un impact négatif, ce qu'on appelle les externalités sur le reste de l'économie, il faut que le reste de l'économie puisse accepter des prélèvements qui viendront financer la réforme du secteur en crise. C'est comme ça que j'ai utilisé l'entrée. Avec quelqu'un aussi qui était très brillant, parce que ça me laisse, qui était président des impôts, on voit qu'il était bien pour un génie aussi. C'est de l'économie aussi. Donc, il faut un économiste fiscal. Je reproche toujours d'ailleurs aux inspecteurs des impôts d'être des spécialistes du droit fiscal sans être des économistes de la fiscalité. Donc, il faut aussi un économiste de la fiscalité. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments de l'économie. Je prends un seul exemple. La fiscalité est basée sur les comportements humains. Les comportements humains. Il y a une matière qu'on appelle l'économie comportementale, l'image d'économie ce qui est très important, qui fait que on est obligé en économie de savoir comment l'achat économique, le marché se comporte quant à la fiscalité. Donc il faut deuxième sous-spécialité ou sous-discipline. J'ai dit premièrement droit, deuxièmement de l'économie. Troisième chose, si vous voulez avoir de très bons fiscalistes, il faut qu'ils soient spécialistes des statistiques. Pourquoi? Les statistiques viennent en appui ou en appoint à l'économie. Je vous donne un ou deux exemples. Quand on a une liste de biens à taxer, on est obligé de savoir du point de vue statistique. Moi, je suis l'ancien ministre du budget, également l'ancien ministre de l'énergie. Je suis venu pour répondre à une invitation de l'Institut supérieur de finances dans le cadre du lancement de cette formation sur la fiscalité équitable et durable. Le temps est bien choisi, je l'ai déjà dit, parce qu'ils ont organisé cette cérémonie au moment où nous sommes, je concerne le pays dans la dernière ligne droite, la préparation, la finalisation du budget de l'année 2024, qui doit être, d'après notre constitution, déposée à l'Assemblée nationale le 15 octobre. Le thème aussi est bien choisi parce que quand on parle de fiscalité, et surtout si on y applique la question de l'équité, il faut savoir que autant on parle de justice sociale, mais il y a aussi la justice fiscale. Le sujet aussi est bien choisi dans la mesure où la fiscalité est le premier poste du budget de l'État. Ce sont les ressources prélevées au titre de la fiscalité qui permettent de financer les dépenses. Et surtout, ici, il parle de fiscalité. La fiscalité, ça s'entend comme un prélèvement obligatoire sans contrepartie qui finance les missions régaliennes qui sont confiées à. Maintenant, pourquoi c'est important? Les autorités du pays me disent bon, nous allons entrer progressivement à l'aide du pétrole. Les ressources budgétaires vont augmenter. Et au sein de cela, il
il y a forcément la question de qui paie quoi et où va l'argent. Le reste, c'est que j'ai tenté, moi, dans le cadre de la discussion, en tout cas du message que j'ai voulu envoyer, d'abord, en présentant à eux comme une bonne volonté, je leur ai expliqué que la matière fiscale est très intéressante, mais je personnellement milite en faveur du changement de profil des fiscalistes de notre pays. Je crois que cette formation peut permettre de le faire. Pourquoi? Parce qu'un bon fiscaliste n'est pas seulement un spécialiste du droit fiscal. Un bon fiscaliste doit être un économiste fiscal. Un bon fiscaliste doit être un statisticien de la fiscalité. Un bon fiscaliste doit être aussi un comptable fiscal. On y ajoute maintenant la question du développement durable. Un bon spécialiste aussi doit être spécialiste de développement durable, à savoir disposer des capacités techniques et intellectuelles pour savoir le lien entre la fiscalité et le développement durable. Dans le développement durable aussi, c'est un thème très actuel. Il faut savoir que notre pays, le Sénégal, est en avance sur beaucoup de pays en ce qui concerne le développement durable. Depuis plus de 15-20 ans, nous avions déjà des documents stratégiques sur le développement durable qu'on n'a pas, il faut le reconnaître aussi, qu'on n'a pas suffisamment financé. Et je persiste à dire qu'on a besoin maintenant, comme nous allons avoir des ressources beaucoup plus élevées, de financer sur le développement. Dans le cadre maintenant de ces... Il s'agit tous les trois de grandes recherches pour notre nation. Je ne dis pas seulement les ressources parce que c'est évident que c'est des ressources intellectuelles et professionnelles indiscutables du fait de leur expérience, mais c'est des recherches pour notre pays, pour notre nation, parce que tout simplement, au-delà de ces ressources, c'est des personnes imbues de valeurs dont on a vraiment besoin dans ce pays-là aujourd'hui pour faire face surtout à nos défis contemporains. Donc je remercie beaucoup pour cette opportunité qui m'a été donnée. Donc IBP de nous avoir donné également cette opportunité de renforcer nos capacités en tant qu'acteurs de la société civile, d'organisations qui plus ou moins sont très proches des populations, et essayer de construire avec les populations des citoyens qui est au cœur de des politiques publiques. Alors des démarches des démarches qui permettent leur contribution effective et surtout efficace pour le seul à la qualité de ces politiques. Et sur la question qui nous réunit, à savoir la fiscalité, par rapport à la question de l'incidence du développement durable, il y a effectivement énormément de besoins et d'attentes exprimées par les organisations de la société civile qui travaillent dans ces secteurs. Si on parle de la fiscalité, nous le savons tous, il s'agit d'un domaine qui jusque-là a été réservé aux experts, réservé aux universitaires, réservé aux praticiens qui travaillent au quotidien dans la mise en œuvre, dans l'élaboration de la politique, mais surtout dans la mise en œuvre à travers les lois et les instruments que nous avons. Mais nous savons que, de façon générale, les finances publiques sont au cœur de la citoyenneté, parce que concernent d'abord et avant tout le citoyen, contribuable, parce que ces politiques également qui sont mises en place de mobilisation des ressources et aussi des dépenses qu'ils doivent en faire, donc doivent tout simplement satisfaire les besoins de ces citoyens. Donc il s'agit d'une question ici de démocratie tout simplement, et qui donne une place importante à ces citoyens et surtout aux organisations qui travaillent à réveiller ces citoyens tout en essayant de challenger ces politiques et les rendre beaucoup plus équitables, beaucoup plus durables, beaucoup plus efficaces. C'est dans ce cadre-là que le partenariat que nous avons, déjà au niveau de l'ESAC, il y a d'autres organisations ici qui travaillent sur ces questions de finances publiques. Travaillons autour du programme fiscal exécutif de IBP pour faire avancer les choses. Et il faut dire qu'il y a 2 jours seulement, nous
plutôt un atelier où il était question d'interroger le système d'intégrité des finances publiques. Il s'était agi de revenir sur le code de transparence, qui est l'objectif numéro 1 des réformes financières de l'UEMOA, transposé au Sénégal depuis 2012. Et donc, pour voir où est-ce que nous en sommes, aussi bien sur les performances au niveau des procédures fiscales, qu'au niveau également des acteurs, de leurs responsabilités dans la mise en œuvre de cette politique-là. Et nous saluons au passage l'ouverture des autorités administratives, notamment le ministère des Finances, qui a envoyé tous ses services discuter, échanger avec les leaders de la société et d'autres experts à l'occasion, mais également les organes de contrôle de la comptabilité publique comme la Cour des comptes. Donc, fiscale est prévoyée afin qu'il puisse faire des propositions de réforme fiscale, équitable et inclusive. L'activité qui nous réunit aujourd'hui entre donc dans le cadre de l'axe 2 du programme d'activité et promeut une formation en analyse des politiques fiscales et en plaidoyer. Elle répond à une demande formulée par la société civile d'accroître leur connaissance sur la fiscalité afin de se doter de capacités techniques pour développer une expertise citoyenne sur les questions de fiscalité, d'équité technique, jadis réservée aux élus, aux experts et aux techniciens de la matière. En effet, la situation de référence du programme Taxe Equity au Sénégal nous a permis de voir que les organisations de la société civile sénégalaise travaillent sur les questions de fiscalité, de finances publiques de manière générale, mais ils sont plus orientés vers les dépenses publiques. Notamment, ces organisations travaillent sur les questions de transparence, de redevabilité et de bonne gouvernance. S'agissant des questions de recettes publiques et de fiscalité, notamment, le travail de la société civile est relativement développé. Ainsi, dans le cadre de ce programme, nous voudrions renforcer les acteurs de la société civile afin qu'ils puissent développer plus leurs actions, leurs projets et leurs programmes sur les questions de fiscalité. Et aussi, nous souhaitons mettre à niveau les acteurs de la société civile sur les enjeux contemporains de la population au prélèvement fiscal à travers des justifications visibles et tangibles des impositions. Nous voulons dire ici la délivrance des services publics, la bonne gouvernance des ressources publiques. La fiscalité. Le ministre des Finances de la Tunisie, Bertrand Badi, un géopolitologue et aussi un camarade d'université, et Sophie Bessis, qui écrit beaucoup sur le développement. Nous sommes ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Yaraki, dans le rapport alternatif pour l'Afrique. Voilà, donc il n'existe pas au monde, je commence avant de donner la parole au ministre, il n'existe pas au monde un pays qui réunit dans ses frontières les ressources nécessaires pour son développement. Autrement, les États-Unis ne seraient pas le pays le plus endetté au monde. Les États-Unis n'auraient pas inventé le brain drain, c'est-à-dire la politique d'attirance de tous les cerveaux et de toutes les compétences à travers la planète. Donc, il n'y a aucune honte à avoir des collaborateurs non nationaux ou à emprunter à l'extérieur, à condition de bien emprunter et de bien investir ce qu'on a emprunté. Mais, monsieur le ministre ne me démentira pas, notre moyen offert a été pendant très longtemps la mobilisation des ressources internes. Ça, c'est un problème. Il était difficile jusqu'à récemment de trouver un document de stratégie sur la mobilisation des ressources internes. Mais les pays évoluent, des experts interviennent de plus en plus sur le sujet. Il y a plusieurs stratégies, plusieurs leviers lorsqu'on cherche à mobiliser les ressources internes pour le développement. On peut cibler le secteur privé. Tous les grands États modernes commencent par ce levier en général. Il y a aussi l'utilisation de l'inflation. L'inflation est un levier important pour la mobilisation des ressources internes à condition que le taux d'inflation ne fasse pas moins de 1 et qu'il ne fasse pas plus de 7.
le Nigeria utilise beaucoup cette stratégie pour mobiliser des ressources internes en vue de soulager la population en cas de difficulté. C'est des sociétés où il existe une classe moyenne, donc des gens extrêmement riches. Quand il y a un reflux du pétrole sur les marchés, le Nigeria évidemment ne vend pas et a besoin de liquidités. Autrement, c'est l'implosion sociale. À ce moment-là, le Nigeria utilise l'inflation sur les énormes quantités de biens importés par les gens fortunés et crée un panier, un filet de sécurité pour la population. C'est ça l'utilisation qu'on fait de l'inflation. Mais le levier central, je crois que c'est la mobilisation de la fiscalité équitable, la fiscalité durable, à condition que les ponctions soient supportables aux différentes couches de la population. Voilà, c'est de cela donc que nous avons. Par exemple, il faut bien, c'est très important. Nous, moi, je l'utilise beaucoup, par exemple. Maintenant, quand on a fait ça, on s'est rendu compte que l'essence, c'est ça qui a amené les centres de grandes entités dont vous avez parlé. On n'a pas fait de ça, on a dit que ce serait un centre issu de toute la société des États. Bon, donc on a essayé de faire ça, mais ce n'était pas suffisant. Le ministère, j'ai fait des choses. En Uruguay, pour la première fois de l'histoire, la direction des impôts de l'Union beaucoup à la pour réformer ça. Vous donnez aussi toujours de l'importance à ce que vous allez faire.